Maintenant, on va aller vers l'apprentissage en ligne. Dans le fond, ce qu'on a vu jusqu'à présent dans notre approche par descente du gradient, on faisait ce qu'on appelle de l'apprentissage par lot ou du batch en anglais. Donc, l'apprentissage par lot, c'est l'idée qu'on va faire une correction des poids une fois à chaque itération. Donc, on va regarder l'erreur sur l'ensemble du jeu de données. On va calculer l'erreur sur l'ensemble du jeu de données. On va calculer la correction sur l'ensemble du jeu de données. Puis on fait une correction à chaque fois, une itération de correction. Donc, ça, ben, c'est bien parce que ça va offrir une stabilité. On va calculer l'erreur sur l'ensemble des données. Donc, notre erreur va être assez précise. Elle va être calculée sur toutes les données. Donc, ça va stabiliser l'apprentissage. Ça va quand même nous donner une direction pour les corrections à faire qui va être fiable, surtout si on a des gros jeux de données. Par opposition à ça, on a ce qu'on appelle l'apprentissage en ligne. L'apprentissage en ligne, qu'on dit en anglais du online learning. Donc là, la correction des poids va se faire pour chaque donnée. Donc, pour un jeu avec N données, on va faire N corrections par itération. Donc, ça, c'est un peu différent. Donc là, la descente du gradient va être guidée par l'erreur sur chaque observation. Donc, on a une observation, on a le gradient de cette observation-là, on fait une descente du gradient dans cette direction-là. Ce qui est quand même différent de l'approche par lot, où on avait une direction pour l'ensemble du jeu de données. C'est délicat parce que là, si les données sont ordonnées d'une certaine façon, c'est à savoir qu'on a, par exemple, toutes les données de la classe 1 au début du jeu de données, toutes les données de la classe 2 sur la fin. On va faire beaucoup de corrections pour la classe 1 au début, puis on va faire beaucoup de corrections pour la classe 2. Ça se peut bien qu'on défasse ce qu'on a fait au début. C'est problématique. Il faut toujours faire une permutation aléatoire de l'ordre de traitement pour s'assurer qu'on n'a pas de mauvaise séquence. Donc, des séquences où on ferait trop de correctifs dans un sens qui serait défait ou qui nous amènerait dans une région de l'espace qui n'est pas bonne. Mais l'intérêt de l'apprentissage en ligne, c'est vraiment de dire que c'est plus rapide que par lot, parce que là, on ne fait pas une correction par itération, on en fait N, on en fait plusieurs. Donc, ça nous évite de tomber dans des instabilités. Non, ça nous évite de rester pris dans les optimums locaux, mais parce qu'on va pouvoir brasser la cage, on veut dire, on va avoir, si on reste pris dans un optimum local un certain temps, on peut penser s'en déprendre avec un agencement intéressant de correction qui va nous faire déplacer un peu plus loin. Mais le risque, c'est ça aussi, c'est l'envers de la médaille, à savoir que ça peut rendre l'apprentissage plus instable. Donc, l'apprentissage peut parfois ne pas bien converger, ou du moins être beaucoup moins en mesure, beaucoup moins fiable dans son apprentissage. Mais en pratique, il s'avère que l'apprentissage en ligne peut bien se contrôler. Puis à vrai dire, il y a même une approche entre les deux. Ceux qui ont fait des réseaux de neurones profonds connaissent ça. On peut faire des mini-batchs, des mini-lots, où là, on va avoir des petites batchs, beaucoup plus petites que l'ensemble de données, mais avec quand même plusieurs données qui vont comme faire un bon compromis entre la stabilité de l'apprentissage en lot et la vitesse avec laquelle, puis la capacité de sortir des optimums locaux de l'apprentissage en ligne. Mais on peut aller encore plus loin que ça avec l'apprentissage en ligne. On peut faire ce qu'on appelle la descente du gradient stochastique, où là, carrément, on ne va plus regarder ça dans son l'ensemble du donné comme étant une itération. Donc, on ne va plus regarder le traitement de l'ensemble du jeu de données comme étant une itération. On va plutôt faire un tirage aléatoire continu des variables, des données qu'on va utiliser. Donc, on va tirer une variable, une donnée à chaque fois. Donc, on va prendre la donnée qui nous intéresse, on va calculer l'erreur, on va faire la correction, puis on va faire un nouveau tirage ensuite. Puis ça se peut, par hasard, qu'on retire la même donnée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de pouvoir faire des traitements, on pourrait dire, sans notion d'itération. Donc, on va, par exemple, échantillonner uniformément une observation dans notre jeu de données. On va calculer un taux d'apprentissage. C'est ça qui est important avec la descente du gradient stochastique, c'est que le taux d'apprentissage est ajusté. Il va être élevé au début, puis il va décroître avec le temps. Donc, on va avoir un taux d'apprentissage décroissant qui dépend de l'indice, par exemple, de la donnée dans laquelle on traite. Donc, ici, on donne une façon de le faire qui est une façon possible parmi plusieurs. Puis là, on va faire une correction du poids avec le taux d'apprentissage qui est variable sur notre donnée.
Puis ça, on répète ça jusqu'à convergence ou épuisement des ressources. Donc, l'ajustement du taux d'apprentissage est nécessaire parce qu'au début, les corrections vont être importantes, mais à la fin, on veut réduire les corrections. On ne veut pas se mettre à tout défaire, à tout briser. Puis ce genre d'approche-là, c'est particulièrement intéressant pour traiter des très grands jeux de données. On dit souvent à une seule passe. On pourrait même à la limite apprendre sur notre jeu de données vraiment énorme. Il y a 1 million d'instances. On pourrait penser faire l'apprentissage en n'utilisant même pas toutes les données, en prenant seulement quelques données tirées au hasard, quelques dizaines de milliers de données tirées au hasard. Ça peut être parfois suffisant pour apprendre un modèle intéressant, alors que d'apprendre sur tout le jeu de données aurait été un problème. Donc, c'est vraiment une approche intéressante pour aller plus loin, pour faire un passage à l'échelle. Et aussi, c'est intéressant pour faire ce qu'on appelle l'apprentissage à tout moment, l'apprentissage qu'on dit anytime, dans le sens qu'on reçoit des données des fois d'un capteur, d'un système temps réel qui nous envoie les données en flot continu. On les reçoit, puis on les utilise pour faire l'apprentissage, puis on jette la donnée. Donc, la donnée va être jetable, on ne va pas la conserver. Si ça s'applique, mais on peut utiliser ce genre d'algorithme-là pour faire l'apprentissage par descente du gradient stochastique. Et donc, c'est ça, ça peut être utilisé pour un traitement de flux de données. Donc, la descente du gradient stochastique, je vous dirais, c'est intéressant dans plusieurs circonstances. Dans une ère de données massives, c'est particulièrement pertinent. Mais sinon, si on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, l'apprentissage en ligne, c'est d'être plus efficace que l'apprentissage en lot, mais c'est peut-être être moins stable. Donc, des fois, selon les circonstances, on va préférer l'un ou l'autre. Les équations sont pratiquement les mêmes. La différence, c'est que l'apprentissage en ligne, on fait, comme on l'a vu ici, la descente du gradient stochastique, on fait un calcul de l'erreur sur une donnée, alors que l'apprentissage en lot, on fait un calcul de l'erreur sur l'ensemble de données.